Merci de nous rejoindre sur i24 News. Je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures d'actualité en direct depuis le port de Jaffa. 2 heures d'actu, donc voici tout de suite le sommaire. Après l'Obamacare, le Bibicare risque-t-il de faire descendre dans les rues médecins, infirmières et sages-femmes? Le système médical israélien est-il en bonne santé? On reviendra sur cette crise que traverse en ce moment même l'hôpital Hadassah de Jérusalem, l'un des premiers centres hospitaliers du pays et du Moyen-Orient. Nouveau cycle de négociations à Genève sur le nucléaire iranien. Quelles cartes seront cette fois mises sur la table et qui cédera le premier? Sur quel point? On tentera d'y voir plus clair avec notre expert Michel Topman. Et puis on ouvrira une page sport dans cette édition. Des médailles en pagaille hier pour les athlètes français. Côté israélien, quelles sont les performances? C'est Valérie Pérez qui nous rejoindra sur ce plateau pour en parler. Voilà donc pour le programme. On commence tout de suite par la revue de presse du Moyen-Orient. Elle nous est présentée comme chaque matin par Cyril Amar. Bonjour Cyril. Bonjour Nathalie, bonjour merci à tous. D'être avec nous. Alors on part tout de suite pour l'Égypte et tous les journaux égyptiens reviennent largement sur l'attentat à la bombe perpétré hier dans un bus de touristes à Taba, c'est près de la frontière israélienne. Oui Nathalie, la même image à la une de tous les quotidiens. Vous allez le voir, les quotidiens égyptiens ce matin. Le haut de cet autocar jaune éventré par la déflagration. 4 morts, 14 blessés dans un bus qui, comme vous l'avez dit Nathalie, transportait des touristes coréens. C'est le bilan macabre que dresse donc aujourd'hui la presse égyptienne. Alors le terrorisme, les Égyptiens évidemment, ils sont confrontés depuis des mois. Mais hier à Taba, pour la première fois, nous disent les journaux égyptiens, eh bien c'est le tourisme qui a été pris pour cible. C'est le titre en une du journal Al-Masri Al-Yom, l'Égyptien aujourd'hui. Même tonalité d'ailleurs chez nos confrères du At-Tahrir, les touristes, nouvelle cible du tourisme, alors que le plus vieux quotidien d'Égypte, le Al-Ahram, le quotidien aux 3 pyramides, lui, fustige ce qu'il qualifie de crime terroriste des salafistes du Sinaï. Et ces images, on les retrouve également ce matin à la une des journaux israéliens. Et oui Nathalie, car l'attentat a été perpétré aux portes de l'État hébreu, à moins de 250 mètres de la frontière, nous précise le Israël Hayom. Les caméras de surveillance de la police israélienne ont même immortalisé la déflagration, nous explique le Yediot Aharonot. Plus alarmant, le Maariv, lui, nous est en garde. Le djihad est à nos frontières. Le journal conservateur qui donne la parole ce matin à l'orientaliste israélien Mordechai Keidar. L'attentat de Taba est un avertissement lancé au maréchal Al-Sisi, affirme Mordechai Keidar. Si Al-Sisi ne met pas fin au terrorisme dans le Sinaï, c'est le terrorisme dans le Sinaï qui mettra fin à Sisi, nous lance donc ce matin Mordechai Keidar dans les colonnes du Maariv. Alors, les salafistes ont tiré une flèche dans le ventre mou de l'Égypte, à savoir le tourisme, clé de voûte d'une économie égyptienne aux abois, et que Sisi souhaite relancer pour stabiliser son pays, nous dit Mordechai Keidar. Autre son de cloche pour l'expert militaire du Yediot Aharonot, Alex Fishman. Le terrorisme du Sinaï n'est pas seulement le problème des Égyptiens, mais également celui des Israéliens. Le circuit Taba, Eilat, Aqaba, les 3 villes balnéaires qui relient l'Égypte, Israël et la Jordanie, eh bien, attire chaque année 5 millions de touristes, nous dit Alex Fishman. C'est donc une cible intéressante du point de vue du djihad mondial. Outre la déstabilisation des 3 régimes, les terroristes peuvent à moindre coût et dans les plus brefs délais bénéficier d'un incroyable écho médiatique. Alors, ce terrorisme du Sinaï, c'est également le problème des Israéliens, puisque Israël essuie depuis des mois les ricochets de la lutte que mène l'armée égyptienne contre les salafistes du Sinaï. Mais Israël, conclut Alex Fishman, est pris au piège. Israël est frustré car il est tenu par les accords de paix avec l'Égypte et il ne peut intervenir directement dans la péninsule. Alors, autre atmosphère plus cordiale cette fois. On parle à présent, et la presse israélienne relaie cette actualité, de la rencontre à Ramallah hier entre le chef de l'autorité palestinienne et 300 étudiants israéliens. Oui, salam, shalom. Ici, chaque conversation débute par le mot paix. C'est en ces termes que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a entamé son discours hier lors de sa rencontre avec les quelques 300 étudiants israéliens qui étaient venus donc à la Moukata le rencontrer. Et les journaux retiennent des éléments différents du discours du raïs palestinien. Pour le quotidien pro-gouvernemental palestinien, Al-Quds, eh bien, c'est l'opportunité que constitue l'initiative de paix arabe qui est mise à l'honneur. Une initiative de paix la plus importante jamais formulée depuis 1948, a déclaré Mahmoud Abbas, tandis que le Maariv, le journal israélien de centre-droite, lui, met l'accent sur les déclarations de Mahmoud Abbas qui aurait dit que le Hamas reconnaîtrait un accord avec Israël si un tel
l'accord a été signé, bien entendu, dans le cadre des négociations que le Fatah mène avec Israël. On va terminer, Cyril, avec une caricature, un journal israélien qui déplore, à travers donc une caricature qu'on va voir à l'écran, la multiplication des règlements de compte criminels en plein cœur de Tel Aviv. Et oui, la police israélienne qui semble incapable d'enrayer la machine. Vous le voyez sur ce dessin de presse d'Amos Biderman dans le quotidien Haaretz, deux cops américains de la police de Chicago exaspérés devant la dépouille de leurs victimes. C'est vraiment devenu comme Tel Aviv ici. C'est ce que disent nos deux policiers américains ce matin. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve tout à l'heure pour parler une fois de plus de l'Égypte. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Lundi 17 février, c'est l'heure à présent d'un rapide rappel des titres. En premier rang desquels un avion qui a été détourné a atterri ce matin à Genève. Des pirates de l'air l'ont détourné. Il s'agit d'un vol affrété par la compagnie aérienne éthiopienne Airlines. Un vol en provenance d'Abu Dhabi. Voilà donc pour cette information qui vient de nous parvenir. Manifestement, l'équipage est sain et sauf. On part pour l'Égypte également, où une explosion, on en parlait il y a quelques instants, a retenti hier à bord d'un car de touristes dans le Sinaï égyptien, près de la frontière israélienne. Au moins 4 touristes étrangers ont été tués et 14 autres blessés dans un attentat à la bombe visant leur autobus. L'attentat a été revendiqué ce matin par une organisation proche d'Al-Qaïda. En Syrie, Selim Idriss, le chef de l'armée syrienne libre, a été limogé hier. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué officiel le Conseil militaire supérieur, l'organisme qui chapeaute cette coalition rebelle opposée au régime syrien. Le brigadier général Abdelillah al-Bashir a été nommé à sa place. Il fallait, selon des représentants de ce conseil, restructurer l'état-major et les difficultés que rencontre la révolution syrienne face au régime d'Assad. En Ukraine, l'opposition évacue la mairie de Kiev et obtient l'amnistie pour les manifestants poursuivis. L'évacuation de la mairie était un préalable exigé par les autorités pour amnistier les 234 manifestants arrêtés qui ont été libérés mais qui encourent toujours de lourdes peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Et puis c'est la tempête du siècle qui malmène le Royaume-Uni, mais également David Cameron. À 15 mois des législatives, la gestion des intempéries a d'évidence affaibli le leader du Parti conservateur. Elle a fait apparaître au grand jour les limites de la politique d'austérité appliquée par le gouvernement de Cameron depuis bientôt 4 ans. Et Daniel Haïk nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Daniel. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on le disait dans le sommaire de cette édition, l'hôpital Hadassah, c'est l'un des premiers centres hospitaliers du pays, l'une des facultés de médecine les plus réputées en Israël. Elle est au bord de la cessation de paiement, au bord de la fermeture. Avant de s'intéresser sur le fond du problème, on va faire un petit retour en arrière, revenir sur l'histoire de cet hôpital, une création de femmes. Oui, parce qu'en fait, c'est une véritable aventure. L'histoire de l'hôpital Hadassah, c'est une aventure sioniste de femmes juives américaines qui ont décidé de se mobiliser il y a plus d'un siècle, donc pour créer ce qui est aujourd'hui le véritable fleuron du système médical israélien, un hôpital considéré aujourd'hui comme probablement l'un des meilleurs au Moyen-Orient et l'un des meilleurs en Israël. C'est un hôpital qui a plus de 70 départements, 35 salles d'opération, il a 5000 employés, il a 5 facultés de médecine. Donc c'est un hôpital véritablement très impressionnant. On peut dire que c'est le navire amiral du système médical israélien, de santé israélien. Et quelque part, il faut essayer de comprendre qu'il y avait une volonté de la part de ces femmes d'aider, de venir en aide à l'État d'Israël sous la forme en créant cet hôpital qui pourrait aider un maximum de juifs et de non-juifs en Israël. Et il faut préciser, c'est important, celui qui va à l'hôpital Hadassah, en particulier à l'hôpital Hadassah au Mont Scopus, peut voir ce qu'est la coexistence pacifique entre juifs et arabes. Juifs et arabes sont dans les mêmes chambres, partagent les lits côte à côte dans ce système, dans ce centre hospitalier. Et c'est quelque chose de particulièrement impressionnant et émouvant même. Alors on l'a bien compris, un fleuron du système médical israélien et pourtant ça ne va pas. Où est le problème ? Alors ça va pas, il y a 3
trois problèmes véritables qui s'imbriquent les uns dans les autres. D'abord, une mauvaise gestion de la précédente direction de l'hôpital Hadassah. Il y a aussi la crise économique mondiale. Et puis, il y a le problème qui est lié à la santé, au problème médical israélien de la médecine privée. On va d'abord parler justement des femmes d'Hadassah. Les femmes d'Hadassah ont reçu un coup assez dur en 2008 avec l'affaire Madoff. Elles avaient investi dans les fameuses fondations de Madoff et elles ont perdu près de 90 millions de dollars. Et à partir de 2008, elles ont annoncé qu'elles réduisaient de moitié leur contribution et qui est passée de 40 millions de dollars à 20 millions de dollars. C'était un premier coup. Donc environ aujourd'hui, sur 6 ans, ça fait 500 millions de shekels en moins sur les 1,3 milliard de shekels de déficit que totalise aujourd'hui l'hôpital Hadassah. C'est le premier coup. Le second coup, eh bien, c'est des problèmes de gestion. C'est que l'hôpital, la précédente direction de médecins, a favorisé les médecins. Il y a certains médecins qui ont reçu des salaires et qui reçoivent des salaires exorbitants et cela a suscité beaucoup de colère au sein de l'opinion publique. Le précédent directeur général de l'hôpital Hadassah a quitté l'hôpital avec une pension extrêmement élevée. Il y avait un peu, c'était un peu dans la mesure où on pensait à chaque fois que les femmes d'Hadassah, les femmes de cette organisation allaient combler le déficit, eh bien, il n'y avait pas de véritable gestion serrée. Et puis, le troisième point, c'est la médecine privée. C'est qu'il y a en Israël, dans le système médical, la médecine publique et la médecine privée. La médecine privée permet aux médecins brillants, dirons-nous, d'avoir des clients, d'avoir des patients privés, et ils reçoivent pour cela des sommes extrêmement importantes, dont une partie doit être versée à l'hôpital. Eh bien, il s'avère que cette partie est insuffisante. Par exemple, l'hôpital Hadassah ne reçoit sur 1000 euros pour une consultation, il ne reçoit que 150 euros de retour de la part de ce médecin, et le reste, 850 euros, reste dans la poche du médecin. Et tout cela donc permet d'expliquer ce trou béant de 1,3 milliard de shekels. Alors, on va revenir sur la médecine privée, à choisir entre un échec de la direction ou un manque d'implication de l'État. Vous choisissez quoi? La faute à qui finalement? Tort partagé? Écoutez, la faute est donc... C'est-à-dire, la faute est... on va dire d'une manière ou d'une autre, la faute est à la gestion de cet hôpital, qui se gérait comme une entreprise qui est en fait un hôpital public, mais qui était géré comme une entreprise privée. Et en fait, à partir du moment où les femmes d'Hadassah, l'organisation des femmes d'Hadassah n'a pas pu suivre et combler le déficit, même si, et c'est aussi un point important, il y a eu dans l'hôpital Hadassah au cours des dernières années la construction d'une tour qui a, on va dire, presque mégalomane, qui a coûté près de 400 millions de dollars. Même si l'hôpital Hadassah ne pouvait pas suivre, eh bien quelque part, il fallait que le gouvernement relaye, il fallait que le gouvernement soit présent. Et quelque part, aujourd'hui, il n'est pas possible que le gouvernement israélien ne soit pas présent dans un hôpital de l'envergure de l'hôpital Hadassah. Pendant 100 ans, le gouvernement israélien a profité de la contribution des femmes des femmes d'Hadassah. Eh bien aujourd'hui, il faut qu'il mette la main à la pâte, il faut qu'il essaye de s'impliquer dans la gestion. Du gouvernement, c'est ce que réclament notamment les médecins, les infirmières. Aujourd'hui, comme hier, les médecins, les infirmières vont quitter l'hôpital et ne vont prodiguer que les soins d'urgence, les soins vitaux. Vers où on va ? Bien, écoutez, on va vers une restructuration. Il faut aller vers une restructuration. Il faut essayer d'abord de régler le problème des salaires des employés, des 5000 employés, médecins, infirmières et personnel administratif. Il faut régler ce problème très rapidement parce qu'ils n'ont pas reçu la deuxième partie de leur salaire du mois de janvier. Et puis après, il faut créer un plan de restructuration avec l'implication du gouvernement et essayer de voir comment on peut s'en sortir. Les femmes d'Hadassah ont promis de continuer à aider, mais il est clair que leur aide ne sera pas aussi massive qu'elle l'a été jusqu'à présent. Et puis il faut préciser aussi un point, c'est un problème dans le système de santé publique en Israël. Le système de santé publique a de très bons premiers services en Israël. Il a été coté au 4e rang mondial au niveau des premiers services, c'est-à-dire des services d'urgence. Il y a un système qui permet par exemple aux Israéliens de ne pas aller automatiquement à l'hôpital, mais d'aller dans des cliniques d'urgence qui ont été créées entre autres par un médecin très connu qui a été assassiné dans un attentat au début de l'intifada. Eh bien aujourd'hui,
aujourd'hui, le véritable problème du système de santé publique en Israël, c'est le système hospitalier. Il faut essayer de limiter d'une certaine manière la médecine privée, ou en tout cas de faire en sorte que si des médecins font des consultations privées dans l'hôpital, qui est un hôpital de structure publique, eh bien ils redonnent à cet hôpital une partie substantielle de leurs gains. Est-ce que Daniel Haït, très rapidement, ce qu'on peut craindre, c'est que finalement le cas de l'hôpital Hadassah ne soit plus un cas isolé, mais gangrène finalement les différents centres hospitaliers? Pas vraiment, parce que le cas Hadassah était un cas tout à fait particulier de par sa gestion, de par la présence donc de ce mouvement de femmes qui contribuait massivement. C'était un cas particulier. Dans le reste des hôpitaux israéliens, il y a une structure, il y a des problèmes, bien entendu, il y a des problèmes, mais la gestion est déjà plus serrée et il n'est pas question d'arriver à un déficit tel que celui qu'on a constaté à Hadassah au cours des dernières années. Et voilà, le système médical israélien, efficace mais à réformer. Merci beaucoup Daniel Haït d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous dans quelques minutes. On parlera des négociations sur le nucléaire iranien. Elles reprennent cette semaine à Genève. Quels enjeux, quelles avancées? On en reparlera d'ici quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de votre Morning. Merci de nous avoir rejoints. Avec moi sur ce plateau, Michel Thoman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Daniel Haït, vous êtes resté avec nous. Merci beaucoup. Alors, on va reparler de ces 300 étudiants israéliens qui ont été reçus par le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Objectif, montrer aux différents dirigeants palestiniens qu'une large frange de la population israélienne soutient le processus de paix, une initiative sans précédent à laquelle Maxime Pérez et Maël Ben-Oliel ont assisté. Regardez. 300 étudiants israéliens de toute origine en visite à la Moukata de Ramallah pour y rencontrer le président Mahmoud Abbas. L'initiative sans précédent est à mettre au crédit du Parti travailliste et notamment de son député Hilik Bar. Objectif, montrer aux leaders palestiniens qu'une large frange des Israéliens soutient le processus de paix et souhaite un accord. Le message a été reçu par Mahmoud Abbas. Ici, chaque conversation démarre avec le mot paix. Et je crois savoir que vous respectez la même tradition. Je suis heureux de cette rencontre et je vous suis reconnaissant d'être ici. Pendant une quarantaine de minutes, l'homme fort de Ramallah se lance dans un plaidoyer en faveur de la réconciliation, sans toutefois trahir les grands principes palestiniens sur la question des réfugiés, du partage de Jérusalem et d'autres dossiers cruciaux en discussion avec Israël. Israël n'est pas seulement juif par l'aspect religieux, mais il est aussi juif de par l'histoire que nous avons vécue. Et je ne comprends pas votre refus de le reconnaître. À cette question piège posée par une étudiante, Mahmoud Abbas répond sans tabou, mais en restant pour le moins évasif. C'est votre droit de vous définir de la façon que vous souhaitez. Personne ne le conteste. Il m'est arrivé de rencontrer des universitaires et des militaires israéliens qui m'ont dit la chose suivante. Ce serait me manquer de respect que de vous demander de me reconnaître État juif. Alors appelez-moi comme vous voulez. L'échange se poursuit avec franchise, mais à la fin de l'exposé, les étudiants se montrent plutôt satisfaits. Mahmoud Abbas nous a dit noir sur blanc que c'est un partenaire, qu'il veut la paix. Il est prêt à des compromis douloureux et je crois qu'on doit agir de la même façon. C'est une occasion historique, nous devons la saisir car il n'y a pas d'autre possibilité. C'est une obligation que nous avons pour notre pays et notre avenir. Ces positions, nous les connaissons déjà. Elles ont déjà été exprimées sur Jérusalem, les réfugiés et les implantations. Mais le plus important, c'est que des Israéliens s'assoient face à lui, à Ramallah, pour l'écouter. C'est donc davantage la forme que le fond que retiendront les participants à ce forum. En milieu d'après-midi, la délégation israélienne a regagné sous haute escorte le territoire israélien. Un retour à la réalité certes, mais teinté d'optimisme et d'espoir. En attendant l'issue des négociations en cours et l'accord cadre mis au point par le secrétaire d'État américain John Kerry,
Cette initiative vient montrer que l'opinion publique israélienne se sent plus que jamais concernée par un accord avec ses voisins palestiniens et qu'elle semble même prête à prendre le relais de ses dirigeants. Daniel Haïk, ça peut changer quelque chose, ce genre d'initiative ? Écoutez, c'est toujours très bien de dialoguer, mais il faut rester prudent et ne pas tomber dans une forme de naïveté parce que lorsque l'on dit que c'est l'opinion publique israélienne qui a rencontré Mahmoud Abbas, en fait ce sont des jeunes qui ont été, à mon avis, très sélectionnés par le Parti travailliste qui a organisé cette rencontre, et puis cela n'est pas le reflet de l'ensemble de la population israélienne. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, il y a un sondage qui a mentionné que 87% des Israéliens ne croyaient pas qu'à l'issue des négociations, eh bien, on s'acheminerait vers une paix véritable, et 75% de la population israélienne ne croit pas en une paix véritable au cours des prochaines années. Donc ce sont des données plus sérieuses. C'est bien de discuter. Mahmoud Abbas n'a pas véritablement changé son discours. Il l'a assoupli, l'a adouci, l'a nuancé. C'est normal devant des jeunes Israéliens, surtout si ce sont des jeunes du Parti travailliste. Alors, ce qu'il a déclaré en revanche, Mahmoud Abbas, Michel Thoman, une réaction plutôt positive d'ailleurs, des propos surprenants notamment sur le dossier des réfugiés palestiniens. Alors surprenant, écoutez, n'exagérons pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Mahmoud Abbas reçoit des Israéliens, il ne va pas les insulter, il ne va pas affirmer des positions dures, il ne va pas faire l'apologie du terrorisme, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs en général, mais... il est normal qu'ils tiennent un discours qui va dans leur sens. Autrement, ce n'est pas la peine de faire une réunion comme ça qui vise quand même, du point de vue médiatique, à donner une bonne image. Alors, c'est positif de donner cette image de dialogue. C'est positif des deux côtés. Mais en même temps, c'est vrai que Daniel a raison. Il y a 30 ans, est né un mouvement de masse en Israël pour la paix à la suite de la guerre du Liban. Il y avait 1 million de personnes dans les rues. Il y a eu ce mouvement à porter Rabin et Pérez au pouvoir en 92. Les gens ont cru dans le processus d'Oslo et tout ça a été cassé par la deuxième intifada. Et là, on est loin du mouvement d'adhésion, d'enthousiasme. Alors, c'est intéressant qu'il y ait ce genre d'initiative. C'est intéressant ce que dit Mahmoud Abbas, mais ce qu'il a dit sur les réfugiés, il vaut mieux qu'il dise ça plutôt que le contraire. Mais quand il dit qu'il ne veut pas que Israël soit inondé par des millions, par un afflux de réfugiés palestiniens... s'il disait le contraire, ce serait quasiment une rupture des négociations. Et de toute façon, ce n'est pas réaliste, car il n'est pas question qu'Israël ouvre ses portes à des millions de réfugiés palestiniens. Alors Daniel Haïk, dans la bouche de Mahmoud Abbas aussi, le boycott. Il fait référence à plusieurs reprises. Comment Israël peut lutter contre le boycott ? Israël essaye de lutter contre le boycott. Alors il ne le fait peut-être pas de la manière la plus habile qu'il soit, mais on le sait par exemple, il y a une loi qui a été votée par la Knesset, la 18e Knesset en juillet 2011, qui accuse, en tout cas qui rend des responsables de toute personne, tout Israélien ou même toute personne étrangère qui appelait au boycott de l'État d'Israël, boycott économique, boycott culturel et boycott universitaire, cette personne serait passible d'amende par la loi. Donc c'est une véritable loi. Alors cette loi, elle a fait parler et elle a été débattue hier à la Knesset, à la Cour suprême, à la suite de requêtes de plusieurs ONG israéliennes ou pro-israéliennes, en tout cas en particulier des ONG de gauche, qui estimaient que cette loi allait à l'encontre de la liberté d'expression, de la liberté de parole. Et ce qui est assez intéressant dans ce débat qui s'est déroulé hier devant 9 juges de la Cour suprême, c'est rarissime, avec le président de la Cour suprême, Asher Grounis, c'est qu'il y a certains, même le représentant de l'État a reconnu qu'une telle loi était une restriction en matière de liberté de parole. Donc il est probable que les juges iront dans leur verdict vers une rupture de cette loi votée par la Knesset, comme ils l'ont déjà fait dans d'autres lois. Ils ont cassé à plusieurs reprises des lois qui leur semblaient antidémocratiques, et il est probable qu'on aille vers cette issue dans le cas précis. Ce qui est important, c'est que l'État d'Israël essaye de se défendre contre le boycott, et que ce boycott, il est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Il y a même des journalistes israéliens. C'est une vraie révolution en Israël. Il y a de plus en plus il y a même des journalistes israéliens qui à la suite, voilà, il y a des journalistes israéliens aujourd'hui d'un mainstream ou du mainstream de gauche, on va dire, qui se déclarent même favorables au boycott pour faire pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou afin qu'il cède et qu'il parvienne à un accord avec
les Palestiniens. C'est la reprise des négociations avec Mahmoud Abbas, la reprise des les pressions de John Kerry. John Kerry en a parlé, Tzipi Livni a parlé de risque, de danger du boycott. C'est devenu quelque part une forme d'arme presque quasi légitime pour certains, et cela pose un véritable problème à l'État d'Israël, un État d'Israël démocratique qui veut respecter la liberté de parole, mais qui veut ne pas souffrir donc d'un tel boycott. Lutter contre ce qu'il qualifie de fléau. Merci beaucoup, Daniel Haïk. Vous restez avec nous, on parlera de nucléaire iranien d'ici quelques instants. Nous sommes le lundi 17 février, tout de suite l'heure d'un rapide rappel des titres. Un avion Ethiopian Airlines détourné par un pirate de l'air. L'avion qui reliait l'Éthiopie à Rome a atterri de force en Suisse très tôt ce matin, escorté par des avions militaires. Il n'y aurait pas de blessés pour le moment. Le pirate présumé aurait été interpellé sur le tarmac de l'aéroport. On part à présent pour l'Égypte où une explosion a retenti hier à bord d'un car de touristes dans le Sinaï, près de la frontière israélienne. Au moins 4 touristes étrangers ont été tués, 14 autres blessés dans un attentat à la bombe visant leur autobus près de la station balnéaire de Taba. C'est ce qu'a annoncé la police. En Syrie, Selim Idriss, le chef de l'armée syrienne libre, a été limogé hier. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué officiel le Conseil militaire supérieur, l'organisme qui chapeaute cette coalition rebelle opposée au régime syrien. Le brigadier général Abdelallah al-Bashir a été nommé à sa place. Il fallait, selon les représentants de ce conseil, restructurer l'état-major et les difficultés que rencontre la révolution syrienne face au régime d'Assad. En Ukraine, l'opposition évacue la mairie de Kiev et obtient l'amnistie pour les manifestants poursuivis. L'évacuation de la mairie était un préalable exigé par les autorités pour amnistier les 234 manifestants arrêtés qui ont été libérés, mais qui encourent toujours de lourdes peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Et c'est la tempête du siècle qui malmène le Royaume-Uni, mais également David Cameron. À 15 mois des législatives, la gestion des intempéries a d'évidence affaibli le leader du Parti conservateur. Elle a fait apparaître au grand jour les limites de la politique d'austérité appliquée par son gouvernement depuis bientôt 4 ans. On parle à présent du nucléaire iranien avec, vous le savez, les négociations qui vont reprendre cette semaine à Genève. On en reparle avec vous, Michel Taubman. Rebonjour. Objectif de taille pour ces négociations, consolider l'accord intérimaire qui a été conclu il y a quelques semaines. Oui, je dirais les choses sérieuses commencent. Comme disait Léon Blum en 1936, les ennuis commencent aujourd'hui. Il a même, je crois, dit un autre mot. Les ennuis commencent aujourd'hui, car on va parler du fond du dossier. Jusqu'à présent, ce qu'on a obtenu, c'est une pause dans la course au nucléaire. Donc, c'était un préalable pour commencer les discussions, et c'est une bonne chose. Mais maintenant, la question, c'est d'aller vers un accord définitif. C'est-à-dire que l'Iran puisse, c'est en tout cas ce qui est demandé par la communauté internationale, que l'Iran puisse renoncer totalement et définitivement à l'arme nucléaire. Et ça, c'est, je dirais, une autre paire de manches. Pourquoi ? Parce qu'il y a en fait une ambiguïté. En réalité, d'un côté, la communauté internationale, officiellement, parce que je me demande si elle n'a pas renoncé à cet objectif. Officiellement, la communauté internationale, depuis 10 ans, demande à l'Iran de renoncer à un programme nucléaire militaire qui est clandestin. Mais de l'autre côté, on a des gens qui disent « nous n'avons pas de programme nucléaire militaire, nous avons un programme civil ». Alors comment voulez-vous discuter si déjà vous n'êtes pas d'accord sur le fait ? Et là, je pense que peu d'observateurs l'ont relevé, mais là, il y a déjà les éléments d'un piège ou d'un échec ou d'une impasse. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose. Alors, quand les Iraniens disent nous sommes prêts, nous ne voulons pas l'arme atomique, quand même le guide Khamenei et Ahmadinejad et d'autres ont dit c'est contraire à l'islam. L'arme atomique est dénoncée par l'islam, bien que le Coran n'ait jamais ne connaissait pas l'arme atomique. Mais en tout cas, ils disent c'est contraire au principe de l'islam. En même temps, ils disent « nous voulons préserver le droit à l'enrichissement d'uranium ». Et donc, le droit à l'enrichissement d'uranium, c'est la porte ouverte à plus long terme, même s'ils ont renoncé à l'enrichissement à 20%, même à un faible niveau, même de l'uranium faiblement enrichi, c'est la porte ouverte vers l'arme atomique. Et là, il y a vraiment une ambiguïté. Les négociations, Michel Taubman, elles se mènent face à un homme, face à Rouhani. Rouhani qui est en coulisses... aiguillé, on va dire, par Khamenei. Est-ce qu'on fait confiance à la bonne personne dans ces négociations ? Alors écoutez, on fait confiance à à celui en qui on peut avoir confiance, parce que d'abord Rouhani, comme tous les présidents iraniens, il n'est pas le chef de l'État, mais il est l'équivalent d'un Premier ministre, ou plutôt d'un ministre des Affaires étrangères. Il est
le porte-parole de l'Iran à l'extérieur. Alors avec Ahmadinejad, on avait un porte-parole provocateur. Un porte-parole qui a beaucoup de pouvoir. Un prophète de l'Apocalypse. Un véritable pari politique sur sa tête. Alors, il a du pouvoir à l'extérieur, mais il a le pouvoir de représenter. Non, on croit qu'il a beaucoup de pouvoir parce que c'est lui qui parle à l'extérieur. Et puis, Rouhani est beaucoup plus présentable qu'Ahmadinejad, mais aussi que l'ayatollah Khamenei, qui est enfermé en Iran et qui, d'ailleurs, je le précise, ne pourrait difficilement sortir d'Iran car il est poursuivi. Il y a un mandat d'Interpol qui pèse sur sa tête pour des activités terroristes anciennes. Donc, Rouhani est l'homme qui est arrivé au pouvoir il y a quelques mois, qui a été élu président de la République iranienne. En même temps, il y a certainement une vraie volonté de la part de cet homme qui est plus ouvert que Khamenei. C'est pas bonnet blanc et blanc bonnet ou turban blanc et blanc turban. Effectivement, il y a une vraie volonté de cet homme de mettre fin aux sanctions. Et là, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est pas de mettre fin au nucléaire, c'est de mettre fin aux sanctions, de donner de l'air au pays et à l'économie du pays qui est au bord de l'asphyxie et de gagner du temps. Alors après... Gagner du temps, c'est ce que les Israéliens pensent aussi, Dina Yaik. Oui, les Israéliens ne sont pas du reste très sceptiques quant aux chances de réussite de ces négociations. Ils voudraient même savoir ce qu'il en a été des négociations intérimaires, de l'accord intérimaire, de l'application de cet accord intérimaire. Donc ils ne croient pas vraiment. En tout cas, Binyamin Netanyahou voudrait vérifier que la promesse que lui a faite Barack Obama de le tenir au courant de l'avancée des négociations soit confirmée. Il voudrait être tenu au courant de ce qui se passe. Je ne sais pas si ça se fera dans les prochains mois. On peut se demander, pour conclure justement très rapidement, si les Israéliens ne font pas une faute tactique. Votre pronostic. Alors on peut se demander si les Israéliens ne font pas une faute tactique parce que les préventions israéliennes sont tout à fait justifiées. Mais est-ce que les Israéliens ne sont pas en train de s'isoler en disant cet accord est mauvais, on va le dénoncer et pourquoi n'aurait-il pas une autre attitude plus positive en disant nous sommes pour la négociation, mais à telle et telle condition, et notamment au fait que les revendications israéliennes, et même que Israël puisse être reconnu, ou en tout cas associé. Parce que pour l'instant, Israël n'existe pas, puisque Israël n'existe pas pour la République islamique d'Iran. Merci, messieurs, pour ces décryptages. Vous restez avec nous dans quelques instants sur i24 News. Il s'agira des Jeux de Sotchi. Cette pluie de médailles pour les Français, bien on en reparlera. Qu'en est-il pour les prestations des Israéliens? On saura tout d'ici quelques minutes grâce à Valérie Pérez. Restez avec nous. Sur le plateau du Morning d'I24 News avec moi ce matin, Cyril Amar. Rebonjour, merci d'être avec nous et Valérie Pérez. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, procès Morsi, ode au maréchal présidentiel Al-Sisi. C'est dans cette atmosphère que l'Égypte a célébré le retour de son humoriste et satiriste préféré, Bassem Youssef, signe qu'Al-Sisi fait un pas vers la démocratie ou qu'au contraire, il se croit au-dessus des critiques de tous. On pose la question à Cyril Amar, Bassem Youssef de retour, donc Cyril. Oui, Nathalie, il brûlait d'impatience. Les 30 millions de téléspectateurs qui, vendredi après vendredi, se postaient devant leur écran de télévision pour regarder leur talk show satirique préféré. Eh bien, il est de retour, Bassem Youssef. Il a été de retour donc, le 7 février dernier, vendredi dernier. Voilà celui qu'on aperçoit sur l'écran avec son show satirique Al-Barnameg. Lisez en français dans le texte le programme ou l'émission. Alors, Bassem Youssef, c'est un ancien chirurgien cardiaque. Comme quoi, il aime bien rire de bon cœur lui aussi. C'est un ancien chirurgien cardiaque qui est reconverti dans la satire au lendemain de la chute de Hosni Moubarak et qui s'est rendu célèbre grâce à son talk show, donc avec ses critiques au vitriol contre les frères musulmans et le président Morsi. Et on l'a dit, donc 30 millions de téléspectateurs, c'est un record d'audience qui laisse rêveur pour des Égyptiens qui cherchaient à se divertir, à oublier un petit peu les tourmentes de la révolution. Alors je vous propose de regarder un petit extrait d'abord de ce phénomène télévisuel et puis on en reparle tout de suite après. بس ادينا هنحاول اللي حصل في مصر في الفتره اللي فاتت يخلي اي حد يكلم نفسه اصوات كتيره جوه مخك بتتخانق مع بعض اللي كان بيحصل في البلد ده هو كان غلط ومش المفروض يكمل سنه كفايه سنسحقهم شرعيه 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 30/6 اهي دول ارهابيين مش كلهم ده انقلاب ثوره انقلاب ثوره وحاوي يا وحاوي يا سيدي انقلاب والناس مبسوطه مصر تحارب الارهاب مصر راجع مين يا قوه مفرطه انت ضد الجيش
ابدا شكلك اخوان احنا في حرب ما تفتحش بقك انت مع مين لازم ابقى مع حد خاين عميل ارهابي انا عايز اقول بس خلاص. Un humour décapant qui lui a valu les foudres de la censure. Hein. Et bien sûr, on sait que les dictatures ont le sens de l'humour un peu limité, Nathalie. Alors, la confrérie musulmane des frères musulmans à Rijon, évidemment, l'émission a été suspendue pendant 4 mois. Bassam Youssef a même fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour insulte contre le chef de l'État et menace à l'ordre public. Alors, une fois que le président Morsi est destitué en juillet 2013, on se dit que Al-Barnameg va reprendre de plus belle, que Bassam Youssef va enfin pouvoir retrouver la liberté de ton dans une Égypte qui rêve de liberté. Hein. Et puis, après avoir brocardé et les militaires et son nouvel homme fort, le nouvel homme fort de l'Égypte, le maréchal Sissi, qui à l'époque n'est que général, eh bien, la CBC, c'est la chaîne qui émettait l'émission, et décide de suspendre tout simplement le talk show de Bassam Youssef pour, je cite, incompatibilité éditoriale. Alors, on regarde, si vous voulez bien, l'extrait où Bassam Youssef se moque de la Sissimania dans une Égypte qui fabrique même ses chocolats à l'effigie du général Al-Sisi. Regardez. في ناس مؤمنه واحنا معاهم طبعا ان الفريق السيسي حته سكره فعلا. نعم انه عبد الفتاح السيسي الذي تحول الى شوكولاته. شوكولاته طعم لا يقاوم. لا يقاوم غصب عنك لا يقاوم. طب يا ترى الشوكولاته ديت حلوة؟ حاجة بديعة شوكو ثورة، وهي قطع شوكولاتة عليها صورة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. شوكولاتة الناس تكلمني عايزين شوكولا سيسي، عايزين 10 سيسي 5 سيسي يعني شوكولاتة. دي بياخدوا شوكولا لازم واحدة سيسي وباقي بقية شوكولا، بس لازم يبقى فيها واحدة بالسيسي. بس الكيلو بتاع السيسي بكام؟ Un kilo de Sissi, c'est combien hein. Ça lui a valu donc la suspension de son émission, mais il est de retour pour la 3e saison de Al-Barnameg, le programme. Le 7 février dernier, c'était donc non plus sur la CBC, puisque la chaîne a suspendu l'émission, mais cette fois-ci sur la MBC Misr, c'est-à-dire la MBC Égypte. C'est une chaîne à capitaux saoudiens qui est basée au Caire. Alors il a une référence, hein. Il dit s'inspirer du satiriste américain Jon Stewart et manifestement l'admiration est réciproque. Oui, la presse arabe a souvent comparé Bassem Youssef effectivement au présentateur américain du Daily Show, Jon Stewart. Je voudrais qu'on monte à nos téléspectateurs un extrait de ce qu'a écrit Jon Stewart, qui lui-même a été l'invité de Al-Barnameg en juin dernier, où il prenait la figure d'un espion. C'était très drôle, c'était en juin dernier, et il faisait découvrir, c'était l'invité principal de Bassem Youssef, et c'était vraiment hilarant. Et regardez ce qu'il a écrit dans le Time Magazine qui a consacré Bassem Youssef comme l'une des personnalités les plus influentes de l'année 2013. Bassem Youssef fait le même travail que moi, nous dit Jon Stewart. La seule différence, c'est qu'il pratique la satire dans un pays qui expérimente encore les limites d'une liberté chèrement gagnée, où ceux qui élèvent la voix contre les puissants ont encore beaucoup à craindre. Voilà, Nathalie, espérons que l'Égypte saura cette fois-ci conserver son sourire. Et savez-vous, Nathalie, comment on qualifie quelqu'un en Égypte ou dans le monde arabe, qui a toujours le sourire? Non. Et bien on dit tout simplement Bassem. Bassem, c'est celui qui sourit toujours, c'est le radieux. Voilà, donc espérons que l'Égypte saura le garder. Un nom bien mérité. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on jette rapidement un coup d'œil sur les titres de cette matinée. Un avion Ethiopian Airlines détourné par un pirate de l'air. L'avion qui reliait l'Éthiopie à Rome a atterri de force en Suisse très tôt ce matin, escorté par des avions militaires. Il n'y aurait pas de blessés pour le moment. Le pirate présumé a été interpellé sur le tarmac de l'aéroport. Il demande l'asile politique. Une explosion a retenti hier à bord d'un car de touristes dans le Sinaï égyptien, près de la frontière israélienne. Au moins 4 touristes étrangers ont été tués, 14 autres blessés dans un attentat à la bombe qui visait donc leur autobus près de la station balnéaire de Taba. Et en Syrie, Selim Idriss, le chef de l'armée syrienne libre, a été limogé hier. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué officiel le Conseil militaire supérieur, l'organisme qui chapeaute cette coalition rebelle opposée au régime syrien. Le brigadier général Abdelhalil al-Bashir a été nommé à sa place. Il fallait, selon les représentants de ce conseil, restructurer l'état-major et les difficultés que rencontre la révolution syrienne face au régime de Bachar al-Assad.
Et puis on prend des nouvelles de l'Ukraine où l'opposition évacue la mairie de Kiev et obtient l'amnistie pour les manifestants poursuivis. L'évacuation de la mairie était un préalable exigé par les autorités pour amnistier